Cette année, AWS va lancer 2 nouvelles régions en Europe, une à Madrid et une à Zurich. Dans cet épisode, nous parlons des régions et comment se préparer à migrer vers une nouvelle région. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci d'être là, de plus en plus nombreux à télécharger, à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner dans les applications, comme ça vous recevez les nouveaux épisodes tous les vendredis matins en général. Vous êtes encore nombreux à nous écouter sur les sites web aussi. J'ai des statistiques intéressantes, donc abonnez-vous. On est disponible dans toutes les bonnes applications de podcast, Podcast Addict, beaucoup utilisé sur Android, et puis Google Podcast ou Apple Podcast. Le podcast AWS en français, vous le savez, c'est l'actualité du cloud, et puis ce sont des sujets qui vous concernent également, avec des retours d'expérience ou des conseils en fonction des invités chaque semaine. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme van der Linden, qui est Solution Architect basé en Suisse, et ça tombe bien, parce que nous allons avoir une nouvelle région AWS en Suisse cette année. Il y a une nouvelle région qui a été annoncée pour Madrid aussi. Donc sur cette deuxième partie d'année, je veux dire entre juin, juillet et décembre, vous allez avoir 2 nouvelles options de déploiement de vos applications en Europe, proche de chez vous. Jérôme, merci d'être là. Avant de rentrer dans les détails de comment migrer, pourquoi choisir une région, peut-être commencer par la base. C'est quoi une région AWS ? Bonjour à tous, merci Sébastien. Donc une région, qu'est-ce que c'est ? Une région, c'est une zone dans laquelle on a déployé un ensemble de data centers et de serveurs et de services AWS. Ces régions sont réparties un peu partout sur le globe. Donc on en a pas mal aux États-Unis, en Europe, en Asie, et comme tu le disais, en Europe, on en a 2 nouvelles qui vont arriver cette année, une à Zurich et une à Madrid. Alors une région, c'est composé de tout un tas de serveurs. Ces serveurs sont répartis dans ce qu'on appelle des zones de disponibilité. Généralement, chaque région est composée de 3 zones de disponibilité. Et une zone de disponibilité, c'est un ou plusieurs data centers, donc un ou plusieurs buildings. C'est important ça, une zone de disponibilité, c'est un ou plusieurs data centers. Donc il n'y a pas un match 1-1 entre les buildings et les zones de disponibilité, il peut y avoir plusieurs buildings l'un à côté de l'autre. Exactement, il peut y avoir plusieurs buildings qui constituent une zone de disponibilité. En fonction de la taille de la région et du besoin de la quantité de serveurs qu'on va déployer, il peut y avoir effectivement plusieurs buildings. Alors c'est quoi une zone de disponibilité alors une zone de disponibilité, comme son nom l'indique, c'est pour fournir de la haute disponibilité à nos clients. Donc l'idée, c'est d'en avoir 3 qui soient à une distance suffisamment proche pour avoir une latence correcte quand on déploie des workloads sur plusieurs zones de disponibilité. Mais comme si c'était un réseau local finalement, avec une latence qui soit quelques single digit millisecondes, comme on dit en anglais. Exactement, quelques millisecondes, microsecondes. Mais suffisamment éloigné aussi pour que si on a un problème, une inondation, un feu ou autre incident géographique, le deuxième data center, la deuxième zone de disponibilité ou la troisième puisse prendre le relais et faire en sorte que nos applications soient toujours disponibles. Je lisais un blog où quelqu'un de chez nous, de l'infrastructure, disait finalement on expose nos limites de risque en exposant les availability zones. On décrit les risques, ça peut être, tu l'as dit, un incendie de l'eau, ça peut être un avion qui tombe, ça peut être un tremblement de terre, et on expose publiquement cette limite de risque en disant ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc comment est-ce que AWS, et puis comment nos clients, c'est une double question, prennent partie de ces multiples zones de disponibilité ? Alors nous déjà au niveau des zones de disponibilité, AWS va mettre en place la redondance en termes de, comme tu le disais, les incendies pour éviter qu'il y ait des problèmes d'incendie. En termes d'électricité, on a de la redondance au niveau de la fourniture d'électricité sur le data center, au niveau réseau également. Donc ça, c'est ce que AWS met en place pour assurer que les zones de disponibilité soient disponibles et hautement disponibles. Et pour nos clients, ce qu'on conseille généralement, c'est de tirer parti de ces différentes zones de disponibilité et de déployer des applications sur plusieurs zones de disponibilité. Donc déployer des serveurs sur une, deux ou trois, enfin plutôt
plutôt 2 ou 3 en l'occurrence, zones de disponibilité pour que, voilà, s'il y en a une qui serait amenée à tomber pour une raison ou une autre, on ait le workload qui continue d'être fonctionnel sur la zone de disponibilité restante. C'est important ce que tu dis. Tu dis si une zone de disponibilité est appelée à tomber, ce qui ne devrait pas arriver, mais on ne sait jamais. En fait, il n'y a aucune garantie de notre part de disponibilité au sein d'une zone de disponibilité. Tout peut échouer à tout moment, comme dit Werner Vogels, everything fails all the time. Donc, si on veut construire des applications hautement disponibles sur AWS, il faut déployer sur plusieurs zones de disponibilité. Il faut, oui, tout à fait. Et tous nos services, alors soit c'est des services managés, auquel cas c'est fait pour vous, c'est déjà automatiquement déployé sur plusieurs zones de disponibilité. Comme S3 par exemple. Comme S3, comme les lambda fonctions aussi, c'est totalement managé, c'est déployé sur plusieurs zones de disponibilité. Et si par contre c'est vous qui déployez des applications sur des instances EC2 par exemple, c'est à vous à ce moment-là de mettre en place cette répartition sur les zones de disponibilité, d'utiliser un load balancer devant pour faire la répartition de charges sur ces zones de disponibilité. Voilà. Mais c'est effectivement une très bonne pratique d'utiliser ces différentes zones. Donc soyons concrets, si j'ai une application web qui tourne sur 2 app serveurs avec Tomcat par exemple et Apache, au lieu de mettre mes 2 app serveurs dans le même data center, donc dans la même zone de disponibilité, je vais en mettre un dans une zone, l'autre dans l'autre zone, et c'est le load balancer qui va envoyer le trafic sur les deux. Ça me coûte plus cher de déployer sur 2 availability zones ? Alors, ça va pas coûter plus cher de déployer sur des zones de disponibilité différentes. Ça va coûter plus cher si effectivement on avait prévu de mettre un seul serveur et qu'on en met 2. Effectivement, mais plutôt que d'en mettre 2 dans la même zone et d'en mettre 2 dans 2 zones différentes, ça sera le même prix. Ok, tu m'as convaincu que je dois déployer mes applications sur plusieurs zones de disponibilité. Je dois aussi choisir ma région. Qu'est-ce qui va faire que je choisis une région plutôt qu'une autre ? Alors, il y a plusieurs critères. Un des critères, souvent, les clients nous remontent, c'est le tarif de la région. Donc on va choisir une région dans laquelle les tarifs sont plus ou moins élevés. Mais après, concrètement, les critères, ça va surtout être la latence. Donc par rapport à nos utilisateurs, savoir si nos utilisateurs sont plutôt situés en Europe, on va privilégier une région d'Europe, ou aux US pour les utilisateurs US, etc. Donc la latence est un point important. Des contraintes aussi de data residency, donc de territorialité en français sur des données. Donc savoir si on a des contraintes légales et auquel cas on doit garder les données sur le territoire. Donc c'est typiquement un cas qui s'applique très bien à la Suisse, où on a souvent des besoins de garder les données sur le territoire. Puis voilà, après c'est un peu lié à ça, mais de la compliance, ce genre de choses au sein des entreprises. La disponibilité des services aussi. Est-ce que tous les services sont pas toujours disponibles sur toutes les régions ? C'est l'idéal et on tend vers là, mais ça met un peu de temps pour se déployer. Effectivement. Alors ça, oui, on n'a pas forcément tous les services sur toutes les régions. Donc on a quelques régions qui sont toujours un peu en avance. Typiquement, US East 1 qui est souvent la première. En Europe, c'est souvent Dublin qui a les services en premier. Et après, voilà, faut regarder ce qui est fourni au fur et à mesure. Typiquement sur l'Europe et sur la région de Zurich. Pour se faire une bonne idée, il faut comparer à Milan. Si on regarde Milan, ce qui s'est passé permet de voir comment les services vont arriver progressivement sur la région de Zurich. Donc les raisons principales qui feraient qu'un client choisisse de déployer sur la nouvelle région de Madrid ou de Zurich par exemple, c'est déployer proche de leurs clients à eux, pour diminuer la latence comme tu l'as dit, et des raisons de territorialité, c'est pas facile à prononcer, donc garder, pour l'Espagne c'est peut-être moins important puisque ça fait partie de l'Europe, donc légalement parlant, que ce soit en Espagne ou à Francfort, ça change pas grand-chose, mais pour la Suisse évidemment qui fait pas partie de l'Union européenne, ce point-là peut être important. Et puis j'essaye de résumer ce que tu as dit aussi. Tu avais dit 2 autres choses qui étaient des side effects. Les prix peuvent varier un tout petit peu et la disponibilité des services peut varier un peu, même si ça a tendance à
à s'uniformiser dans le temps. Tiens, les prix, parlons-en, comme ça on évacue cette question-là. On connaît déjà les prix des nouvelles régions, Madrid et Zurich? Non, ça c'est des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler au jour d'aujourd'hui. C'est des prix qui seront annoncés le jour de la sortie de la région, de l'annonce de la sortie de la région. Et pourquoi les prix sont différents d'une région à l'autre? Alors, les prix des tarifs, les tarifs des services AWS varient en fonction des coûts qu'a AWS pour monter cette région. Donc, les coûts de la manœuvre, les coûts du matériel dans le pays dans lequel on installe la région. Donc, évidemment, les prix varient en fonction de nos contraintes pour la mise en place des régions. Et c'est parce qu'on essaie d'avoir les coûts les plus bas aussi à reporter pour chaque client dans chaque région. Et donc, si nos coûts sont plus faibles, vos prix sont plus bas également, ce qui permet d'offrir les prix les plus justes en fonction des coûts qu'on a. Bien, je vois bien ce que c'est qu'une nouvelle région et pourquoi je dois choisir d'aller vers une région ou vers une autre. Je suis content, il y a une nouvelle région qui est... Ah, elle sera où, au fait, cette région? On a dit en Suisse, mais on est plus précis. Alors, on est plus précis, ça, on a l'information. Donc, c'est autour de Zurich. On aura 3 zones de disponibilité, donc comme toutes les autres régions. On aura 3 zones de disponibilité situées autour de Zurich. J'ai pas les distances, les géolocalisations exactes. De toute façon, je pourrais pas les donner. De toute façon, on les donne jamais. Voilà, pour des raisons de sécurité. Mais voilà, ça sera aux alentours de Zurich, dans la banlieue proche de Zurich. Ce qui a du sens, puisque c'est le centre de gravité économique de la Suisse, et c'est à très bonne distance, réseau en tout cas, des autres sens que sont Bâle probablement, Berne et Genève. Je me trompe pas en géographie suisse. Alors c'est un peu plus loin pour Genève, mais c'est en termes de latence, je parlais latence, réseau. Ah oui, en termes de latence, de toute façon on n'est pas très loin. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire de déployer une app sur une nouvelle région? En préparant ce podcast, on s'est dit il y a 2 cas de figure, il y a les nouvelles apps et puis les apps existantes. Je crois que les nouvelles applications, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une nouvelle application. Je pense, voilà. Je ne sais pas si on en parle maintenant, mais il y a toute la partie infrastructure as code. Il faut pouvoir déployer dans cette nouvelle région, et donc le meilleur moyen aujourd'hui pour déployer des workloads sur AWS, c'est d'utiliser de l'infrastructure as code. Donc de définir un template dans lequel on aura toutes nos ressources, tous nos services, et du coup utiliser ce template pour déployer nos services, nos ressources dans la région sur laquelle on souhaite le faire. Donc que ce soit une app existante ou une nouvelle application, tu recommandes fortement de scripter, d'utiliser du code pour définir la méthode de déploiement de cette infrastructure, plutôt que d'utiliser la console AWS et faire clic, parce que c'est pas répétable si on fait quelque chose dans la console. Exactement. Tandis que si on a un script, on peut le réexécuter plusieurs fois sur différentes régions, voire différents environnements dans une région, et donc je peux répéter la création de mon environnement de prod, de test, de pré-prod, de test, etc. Exactement. Quelles sont les options qu'on a pour faire de l'infrastructure as code? Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc chez AWS, on fournit CloudFormation, qui est le service qu'on fournissait initialement pour faire ce genre de choses. On fournit également CDK, donc si vous préférez utiliser du vrai code, faire du Python, du Java ou du JavaScript pour déployer votre infrastructure, donc vous avez Cloud Development Kit, CDK, qui permet de le faire. Et puis après, on a des partenaires et des outils tierces comme Terraform, qui est aujourd'hui massivement utilisé par nos clients pour déployer leur infrastructure sur le cloud. Et Pulumi également, qui est assez populaire, de plus en plus populaire en tout cas. Tout à fait, oui. Après, si on va sur du serverless, il y a Serverless Framework, il y a SAM. Ça fait beaucoup d'options. Concentrons-nous sur les 2 premières que tu as dites. CloudFormation, juste pour le mentionner, parce que c'est historique. En gros, vous décrivez votre infrastructure sous la forme d'un fichier YAML. Vous donnez ce fichier YAML à l'engin CloudFormation et il va créer toutes les ressources dans le bon ordre. Parce que souvent, on me pose la question, ouais, mais je peux écrire un shell script aussi, un script Python? Oui, mais non. Parce que si on fait ça, on doit créer un script pour créer l'infrastructure, mais aussi pour la mettre à jour et pour effacer, tandis que CloudFormation fait ça tout seul. Mais je crois qu'on est d'accord, toi et moi, pour dire on va pas conseiller à un nouveau client aujourd'hui de commencer en CloudFormation. Tu as parlé d'autre chose, tu as parlé du CDK. C'est quoi les principales différences et les principaux avantages du CDK? Alors CDK, oui. L'idée, c'est de définir son infrastructure en utilisant du code Java, Python, JavaScript. Donc, ce qui permet d'utiliser
des choses d'un peu plus haut niveau, d'avoir ce qu'on appelle des constructs, donc qui peuvent être d'un niveau un peu plus abstrait que ce qu'on définit avec du CloudFormation, et donc d'avoir beaucoup moins de lignes de code pour définir la même chose. En CloudFormation, tu vas définir une ressource avec 10, 15, 20 lignes que tu vas utiliser 2-3 lignes sur du CDK. Donc ça permet d'écrire beaucoup plus succinctement les choses, de faire du test aussi, vu qu'on a du code comme on ferait une application. On peut faire des tests de nos créations d'infrastructure. Je peux faire du test unitaire de mon infrastructure. Waouh. Donc voilà, c'est ce genre d'avantage. Typiquement aussi dans l'IDE, dans l'éditeur de code, on a la complétion. Enfin, c'est des choses qui sont assez intéressantes quand on est développeur, de pouvoir définir. Ouais, avoir du code completion dans mon éditeur de texte versus du YAML où moi je dois tout trouver tout seul et trouver tous les paramètres tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Cette idée de construct, moi souvent je la compare à si vous êtes développeur, vous savez ce que c'est qu'une classe, qu'un objet, et si vous développez du Java, des constructs, ce sont des classes finalement, ce sont des groupes de services pré-packagés. Et l'exemple que je donne toujours, c'est créer un VPC, un réseau. En YAML, CloudFormation, c'est 400 lignes de code parce qu'il faut créer le réseau, le subnet, l'Internet Gateway, les tables de routage, attacher tout ça ensemble. Et il y a des lignes de code pour tout ça, tandis que dans le CDK, vous dites new VPC, à peu près, je simplifie un peu, et par défaut, il va vous mettre 2 public subnet, 2 private subnet, l'Internet Gateway et attacher tout ça. Donc c'est une ligne de code versus 400 lignes de code. Exactement. Et ça marche dans pas tous les langages, mais les langages les plus populaires. Tu as cité Python, JavaScript, TypeScript, Java, C#. C#, ouais. C'est les principaux. Il y a Go, je crois. Et donc, à partir de là, j'ai du code qui exprime mon infrastructure, qui dit voilà, j'ai besoin des réseaux, de load balancer, de virtual machine, etc. Et je peux juste exécuter ce code sur une région. Et donc là, quand on connaîtra le nom de la région, le nom API de la région qui sera EU quelque chose, on change ce paramètre-là dans le CDK et c'est bon, on est parti, ou c'est plus compliqué que ça? Non, c'est aussi simple que ça. Il suffit, donc on utilisera le CLI, donc la ligne de commande de CDK pour construire à partir de notre code et déployer l'infrastructure sur la région qu'on souhaite. Donc on spécifie effectivement l'identifiant de la région sur laquelle on veut déployer et CDK va se charger de déployer nos ressources sur cette région. Ceci dit, il peut y avoir si j'ai déjà, j'anticipe peut-être un peu sur la suite qui est migration d'applications existantes, si j'ai déjà une application déployée, je peux avoir des dépendances sur des ressources qui sont spécifiques à une région. Je pense à des clés SSH et des EMI. Comment est-ce qu'on peut adresser ces dépendances? Alors, ça, c'est des choses qu'on va souvent, comme tu disais, migrer. C'est des choses qu'on va recopier d'une région vers une autre. Donc, c'est pas forcément avec CDK lui-même. C'est des procédures qui peuvent être automatisées avec du script, avec du SDK AWS. Mais voilà, là, ça va être plus de la copie. Typiquement, on va copier les AMI d'une région vers une autre, ou on va récupérer des clés SSH d'une région et les déployer sur une autre. Quelles sont les choses auxquelles on doit faire attention si on a un script CDK qui fonctionne déjà aujourd'hui, avant de le tourner sur Zurich ou Madrid? C'est quoi les points où il faut faire attention, où on s'attend que ça pourrait planter éventuellement, il va peut-être falloir changer quelque chose? Typiquement, ce que tu disais, les AMI, les images qu'on utilise pour déployer un serveur, elles ont un identifiant bien particulier selon les régions. Et donc, si on a codé en dur dans notre CDK l'utilisation de telle ou telle image, voilà, là, on risque d'avoir une erreur quand on va déployer dans la nouvelle région, parce que cette image ne sera pas trouvée. Donc, il va falloir déjà en amont faire cette copie d'image dans la nouvelle région et faire attention d'utiliser le bon AMI. Donc après, on peut variabiliser toutes ces choses-là, donc utiliser des variables qu'on va passer en entrée de notre CDK. Et voilà, il va falloir variabiliser ces informations-là pour que CDK utilise telle ou telle AMI en fonction telle ou telle image, en fonction de la région sur laquelle on va déployer. On peut s'entraîner aussi, dire voilà, je veux être prêt le jour où la région Zurich sera sortie. Comment je peux me préparer à ça?
Alors, on parlait de Milan tout à l'heure pour regarder un peu ce qui se faisait en termes de services qui arrivaient. On peut se servir de Milan ou on peut se servir d'une autre région pour tester nos scripts ou nos templates CloudFormation ou notre code CDK et vérifier qu'on arrive à le faire tourner déjà sur une autre région. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, j'ai mon script qui fonctionne sur Francfort, disons, et je le modifie pour l'utiliser sur Milan et je regarde ce qui se passe sur Milan. Si ça marche là, ça marchera probablement sur Zurich aussi. Il faudra refaire les mêmes étapes. Il faudra refaire les mêmes, oui. Exactement. Ouais. Donc utiliser des autres régions à proximité pour s'entraîner et se préparer au jour J. Oui. Pour les applications, ça c'est bien pour les applications, les nouvelles. Certaines applications existantes aussi. Évidemment, il n'y a pas que l'appli à redéployer, il y a les données. Et c'est là qu'on va commencer à se gratter, parce que c'est toujours le centre de gravité aussi, et le centre de complexité, c'est l'état. Si on pouvait concevoir des systèmes informatiques sans état, ça serait le rêve. Alors les données, il y a S3, il y a EBS, il y a RDS, les bases de données. Commençons par quoi? S3, peut-être c'est le plus facile. Ouais, si tu veux. S3 fournit depuis assez longtemps maintenant de la réplication de buckets. Tu peux répliquer, les objets qui sont dans ton bucket depuis une région vers une autre région. Donc c'est ce qu'on appelle le Cross-Region Replication, CRR, et qui permet, typiquement à partir du moment où on l'a activé, de répliquer tous les objets nouvellement créés dans un bucket sur une région cible. Donc ça permettrait de tourner en parallèle l'ancienne région, la nouvelle région, le temps que le bucket de destination se remplisse, voilà. et pouvoir faire un cutover à un moment donné. Tu as dit un truc important, c'est les nouveaux objets. Donc les objets existants, il faut quand même les copier à la main. Alors les nouveaux objets, effectivement, ça fonctionne avec le Cross-Region Replication. On a aussi ce qu'on appelle le Batch Replication dans S3 qui permet de répliquer les objets existants. Donc tous ceux qui ont été créés avant qu'on active le Cross-Region Replication, on peut les copier en batch d'un seul coup vers une région cible, vers un bucket dans une région cible. Il faut faire attention aux coûts de transfert Il y a les coûts de transfert inter-région, oui, tout à fait. Après S3, j'ai des données peut-être aussi sur des volumes EBS que je veux migrer. Quelles sont les options côté EBS? Donc EBS, juste un petit rappel, EBS Elastic Block Store, c'est des volumes qui sont attachés à des instances EC2, donc si on veut le disque qui est attaché à nos serveurs. Et donc ces volumes, pareil, on a une option qui permet de faire déjà un snapshot, ce qu'on appelle un snapshot, donc une image de ce volume. Et ensuite, on a la possibilité de copier ces snapshots dans une nouvelle région. Donc, une fois qu'on a copié le snapshot dans la région, à partir de ce snapshot, on peut recréer un volume, le réattacher à une nouvelle instance. Et du coup, voilà, on a récupéré les données qu'on avait dans la région A, on les a mis dans la région B, attaché à un nouveau serveur dans cette nouvelle région. Et donc là aussi, idéalement, c'est de tester, évidemment, scripter l'opération pour automatiser ça le plus possible et pouvoir répéter sur différents environnements cette Alors, opération de migration des données. On a AWS Batch qui permet de faire pas mal de choses avec ces différents services de données, de faire du backup, ce genre de choses, et notamment pour EBS. Et donc, on va pouvoir automatiser, avoir des crons pour faire des backups réguliers, ce genre de choses. Et puis, créer des snapshots quand on en a besoin. Les bases de données, commençons peut-être par le plus classique, le plus courant, les RDS avec MySQL, Postgres, si je veux migrer ma base de données d'une région à l'autre. Alors, il y a plusieurs options. J'aurais envie de dire, celle qui me semble la plus logique, ça serait d'utiliser ce qu'on appelle les masters et les réplicas sur RDS. Donc, on a notre master qui est dans notre région, dans notre première région. On va créer un réplica dans la région cible, par exemple Zurich. Donc on va avoir une réplication des données automatiques au fur et à mesure de l'utilisation de la base de données, ce qui permet de faire tourner en parallèle sur la région source et cible. Et à un moment donné, quand on veut, si on fait vraiment une migration, on va faire un cut de la région primaire. Et on va dire, ok, mon réplica qui est à Zurich, il va devenir autonome, il va devenir un master. Et donc à ce moment-là, la base devient un master, devient en lecture-écriture. J'ai
pas mentionné qu'effectivement les réplicas sont en lecture seule à la base. Donc au moment où on va faire le cut, le réplica passe en lecture-écriture et on peut l'utiliser comme notre nouvelle base de données maître pour la nouvelle région, quoi. Il y a une indisponibilité de l'application pendant ce cutover? Alors c'est très léger, c'est le temps que le DNS change le temps qu'on change le DNS et qu'on pointe vers la nouvelle base. Donc c'est un changement de DNS, quoi. C'est quelques millisecondes. Donc il n'y a pas de changement dans le code à faire. C'est le même nom DNS qui va simplement pointer vers la nouvelle base de données. Il faut juste que l'application peut-être soit résiliente. Si elle va perdre sa connexion TCP, il n'y a pas de miracle. Et donc il faut qu'elle soit capable de se reconnecter à la base de données. En principe, si votre application est déjà bien écrite, c'est déjà le cas. Ça devrait être le cas déjà maintenant. Oui, les frameworks souvent, le connaissent à la base, souvent le gèrent bien. Donc ça c'est pour RDS, MySQL, Postgres la même chose, je suppose, Aurora, tout ça. Toute la partie RDS. La technique va être la même. Oui. Les autres bases de données, on peut-être pas toutes les mentionner parce qu'il y en a une panoplie sur AWS, mais DynamoDB qui est après RDS probablement la plus utilisée. Donc DynamoDB, effectivement. Alors on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des global tables, donc des tables globales. C'est un peu le même principe que ce qu'on a vu avant, c'est d'avoir des réplicas dans différentes régions. Et puis même principe. Voilà, on va à un moment donné dire mon réplica devient master. Devient mon master, et donc là aussi pas de changement dans l'application, on pointe simplement vers la nouvelle base de données avec la facilité additionnelle qu'il n'y a pas de connexion TCP à récupérer puisque chaque requête sur DynamoDB c'est une connexion HTTPS. Sur Dynamo c'est même mieux que ça, c'est que les global tables sont en lecture-écriture, donc on peut écrire déjà dans la région cible. C'est multi-master. Donc on a déjà en fait le master dans la région cible immédiatement, donc on peut tester l'application en multi-région. Oui. On a parlé d'S3, des volumes EBS, de DynamoDB, d'RDS. Est-ce que tu vois d'autres points auxquels il faut faire particulièrement attention quand on migre des données d'une région à l'autre? Alors je mentionnais AWS Backup. Donc Backup permet vraiment de backuper une grande partie des services qui contiennent de la donnée. Donc toutes les bases que tu as mentionnées, DocumentDB, Neptune, qui sont d'autres bases de données. On n'a pas parlé de NFS. On a la possibilité également de faire du cross-region application de notre service de NFS. Le service de NFS, c'est Elastic File System. Et si on étend un tout petit peu, il y a NFS plutôt pour les applications Linux, Unix, et il y a l'équivalent pour Windows aussi. Il y a FSX pour Windows. Fait, oui. Il y a aussi des possibilités de réplication cross-region pour FSX. Oui, avec AWS Backup, on a la possibilité de faire le backup de FSX et puis de répliquer ces backups sur une région cible. Ouais. Et je crois qu'il y a aussi la possibilité, à la fois sur FS et FSX, d'utiliser S3 comme back-end, et donc que les données qui soient sur vos volumes soient dans S3, et donc à partir de là, de pouvoir recréer un autre volume dans une autre région également. De nouveau, attention au coût de transfert réseau en fonction du volume que vous avez. Planifiez ça, regardez les coûts. Parce que je ne veux pas vous inciter à faire des choses qui donneraient des mauvaises surprises le mois suivant quand vous aurez la facture. Et on ne connaît pas les prix, comme Jérôme l'a dit, on les connaîtra qu'au moment de la disponibilité de la région Zurich. Mais une chose est sûre, il y aura des coûts de transfert entre régions comme il y a entre toutes les régions. Bien, on a fait un beau panorama, on a parlé de c'est quoi une nouvelle région, c'est quoi une availability zone, comment déployer des apps en utilisant de l'infrastructure as code, qui est le moyen le plus automatique de déployer de l'infrastructure et donc de redéployer éventuellement dans une autre région. On a parlé de migration de données essentiellement, puisque la migration des apps peut se faire par vos scripts d'infrastructure as code, migration d'S3, de BS ou d'autres types de volumes et de bases de données. Qu'ai-je oublié, monsieur? Qu'est-ce qu'on a oublié? On a fait les EC2, on en a parlé avec les AMI, donc la copie d'image, les instances
AWS Backup permet aussi de migrer les instances EC2. Donc il va récupérer le volume EBS, il va récupérer tout ce qu'il y a sur ce qui a permis de démarrer notre instance EC2. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a oublié d'autre? Les types d'instances EC2. On a parlé des services qui vont changer ou qui ne seront pas disponibles nécessairement au premier jour d'une nouvelle région. J'ai dit que EC2 sera là, mais dans EC2, c'est plus de 500 types d'instances différents et des dizaines de familles différentes. Attention, si vous utilisez un type d'instance très spécifique, vérifiez la disponibilité également. Oui. Surtout les nouveaux types d'instances qui ne sont pas nécessairement supportés ou les trucs un peu plus exotiques. Je pense au Mac, par exemple. Je ne dis pas qu'ils seront là ou qu'ils seront pas là, hein, on n'en sait rien, soyons très clairs, mais c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Bien, donc une nouvelle région disponible à Zurich quelque part, deuxième partie 2022, une autre à Madrid dans le même time frame. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que Madrid arrivera avant Zurich. Ça c'est à peu près sûr et clair et de notoriété publique. Merci Jérôme d'avoir réexpliqué les bases de ce que c'est qu'une région, ce que c'est qu'une zone de disponibilité. Je crois que c'est important de faire de l'éducation continue à ce niveau-là, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir AWS aussi, et donc même si ça fait 9 ans pour moi que je répète la même chose, c'est toujours nouveau aussi pour des nouveaux développeurs qui nous rejoignent, et je vous en remercie. Puis on a parlé dans une deuxième partie de migration d'applications avec des scripts d'infrastructure as code, et Jérôme vous invite vraiment, et je le rejoins, à utiliser le CDK si vous voulez déployer votre infrastructure sur AWS. Et puis on a parlé des différentes options de migration des données également. Merci Jérôme d'avoir été là pour ce podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous parlerons des nouveautés AWS des 2 dernières semaines. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.